17 mai 1998, 17 mai 2024, cela fait 26 ans jour pour jour depuis que l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo avait pris le pouvoir ici en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux, vous qui nous faites confiance, vous qui suivez cette émission Mon Idée partout à travers le monde. Alors, nous voulons parler de cette date, une histoire. Nous voulons parler des acteurs qui ont fait que cette prise de pouvoir soit effective en cette date-là par l'AFDEL. Alors, pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous avons fait l'effort de retrouver encore une fois de plus un grand homme, un politique avéré, un acteur social en même temps. Et surtout, c'est quelqu'un qui s'occupe des personnes les plus démunies. Lui, c'est l'honorable André Mouloua Kalala, comme nous aimons l'appeler. C'est avec lui que nous allons nous entretenir autour de cette date. Quel est l'héritage? Qu'est-ce que la population congolaise peut retenir de cette date du 17 mai? Alors, sans plus tarder, nous allons déjà retrouver notre invité avec, bien sûr, la permission de notre réalisateur, celui qui est derrière les caméras, pour nous réaliser cette grande émission. Il s'agit de Lucien Moussoungaï, celui qui est en fait au four et au moulin pour nous faire parvenir dans vos différentes maisons. Alors tout de suite, nous allons retrouver notre invité. Merci. Honorable André Mouloua, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, d'abord, commençons par là. Vous êtes candidat malheureux aux élections législatives nationales 2023. Quelle est la leçon que vous avez tirée de ces élections ou des élections en République démocratique du Congo? Bon, c'est comme un match de football. Nous sommes entrés dans la compétition. Ouais. Et c'était tout à fait normal que les autres gagnent, les autres échouent. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi ça. Mais pour moi, c'était une bonne expérience. On avait participé à un grand combat. C'était un combat de grands hommes. Surtout qu'à la Tcham, où vous aviez plusieurs challengers. Oui, alors nous nous sommes battus. Et voilà, le résultat était sorti. Malheureusement, je n'avais pas gagné. Est-ce que vous poursuivez toujours cette aventure politique? Non, c'est un combat. La politique a toujours été dynamique. Il ne faudrait pas désespérer. Au contraire, ça me donne beaucoup de courage de continuer à travailler pour que à l'année 2028, je sois parmi ceux qui vont gagner les élections. Voilà, la Bible dit le juste vivra par la foi. Et aujourd'hui, nous venons parler politique. Et surtout, il y a nos compatriotes qui étaient sauvagement tués. Et ils ont été enterrés il y a déjà 2 jours. C'est toujours les barbares de M23 avec tous ceux qui les soutiennent. Vous, en tant qu'un homme d'État, vous, en tant qu'un acteur social, quand vous voyez toutes ces tueries qui se font bêtement comme ça, à la partie est de notre pays, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi d'abord, honorable? Vous voulez être un représentant du peuple. Vous voulez être quelqu'un qui va parler au nom du peuple. Mais quand vous voyez ce même peuple-là être tué comme ça vous fait quoi, vous? Bien sûr, c'est douloureux, ça nous fait mal, mais il faudrait comprendre que
Le Rwanda, actuellement, c'est un État voyou. Un État responsable ne peut pas agir ainsi. Lorsque vous dépassez les bornes, même les lois internationaux, vous ne respectez plus, vous êtes devenu un État voyou. Est-ce le Rwanda ou certains individus? Mais il y a un chef d'État là-bas. Il a étudié, il connaît les lois internationaux, mais il ne les respecte pas. Comment vous pouvez les traiter, vous en tant que journaliste? Vous voyez, mais cela ne voudrait pas dire que c'est un État qui est spécial. Nous allons voir. Sa fin, ça sera comment? Parce que tous les sangs là qui sont en train de couler, les sangs des Congolais, les sangs des innocents, les sangs des petits peuples, les sangs des réfugiés, des personnes vulnérables, ils sont sans abri. On les a donné des endroits de fortune pour se protéger contre les intempéries. Et dans ces endroits-là, il est interdit de pouvoir tirer, de pouvoir les menacer. Ce sont des gens qui sont dans des situations trop difficiles. Mais vous arriviez à jeter des bombes, à tuer. Vous voyez même la maman là qui avait porté son enfant derrière le dos. La maman a reçu une image très difficile à supporter. Alors, la maman est en train de succomber, l'enfant continuait à déranger sa mère. Or, la mère était déjà morte. Des choses comme ça, c'est horrible. C'est quelle nation qui peut supporter des choses comme ça? Voyez. Et d'aucuns se posent la question, Monsieur André Monnoir, d'aucuns se posent la question, pourquoi la République démocratique du Congo traîne, disons-le clairement, il y a de ceux qui disent qu'il faut seulement déclarer la guerre. Pourquoi la RDC traîne? La RDC ne traîne pas. Il ne faudrait pas comparer la RDC aux autres nations. Notre pays, c'est tout un continent. Alors, la RDC est en train d'avancer stratégiquement avec beaucoup de méthodologies pour que les impérialistes ne disent pas que non, c'est la RDC qui est fautive. C'est comme ça que nous y allons lentement et sûrement. Vous avez remarqué la présence de notre chef de l'État à Paris sur une invitation officielle de son homologue, le président français. Il a été clair dans ses interviews, vous avez suivi. Il a été clair, il a expliqué que la guerre qu'on est en train de nous agresser, c'est une guerre purement et simplement économique à cause de notre richesse. Vous voyez, il l'a expliqué. Pendant qu'il était en train d'expliquer, les impérialistes ont donné un mot à leurs alliés, qui est le Rwanda, de pouvoir attaquer. Et ils ont attaqué où? Il fallait nous poser la question. Ils ont attaqué quel côté de la RDC? À l'est, précisément à Rubaya, le siège des libéraux. Vous voyez que c'est une guerre qui est purement économique. Le Rwanda est en train de convoiter la République démocratique du Congo à cause de sa richesse. Je crois qu'on aura tout un plateau spécial avec vous, surtout que vous êtes au-delà d'être cadre dans les partis politiques en marche pour le progrès, au-delà d'être politique, vous êtes aussi un économiste de ce quoi, un économiste de formation. Je crois que quand vous parlez d'une guerre économique, vous en avez des éléments probants
qui va vraiment nous faire entrer dans cette matière. On aura tout un plateau spécial avec vous, monsieur honorable André Moulouakalala. Mais aujourd'hui, nous voulons spécialement parler de la date du 17 mai. D'abord, vous, cette journée-là, du 17 mai 1998, vous étiez dans quel état? Cette journée, à son arrivée, vous étiez où précisément et comment avez-vous vécu cette journée-là? Merci beaucoup pour cette question. La journée, la date de 17 1998, j'étais toujours à Kinshasa. Ok. C'était l'entrée du président Kabila. Mosé Laurent Désiré Kabila. C'était son entrée à Kinshasa. Il a renversé le maréchal Mobutu qui était déjà parti pour le Maroc. Il a laissé le pays vide. Lui, il est venu avec ses KDB. Ils ont pris le pouvoir. Donc, c'est une date qui me réfère toujours à la prise du pouvoir militaire de Laurent Désiré Kabila. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est historiquement parlant, vous personnellement, cette journée-là, je veux que vous fassiez ressentir l'ambiance que vous avez vue cette journée-là. C'était comment vous-même personnellement en tant que Congolais, hein, vous qui avez vécu pendant longtemps avec Mobutu, tout ça, quand vous avez vu l'entrée de l'AFDEL, vous étiez dans quelle ambiance, dans quel état vous étiez? Bon, il y a les autres qui étaient dans la joie, oui, parce que le dictateur Mobutu est parti, nous sommes restés libres. C'est ce que les autres disaient. Oui. Mais cette journée-là, en réalité, ce n'était pas une liberté. Et même pas une libération. Ce n'était même pas une libération. Comment ça? C'était une mutation politique. Une mutation? Une mutation politique. Ok. Il y a un dictateur qui est parti. Il y a Zé qui est venu. Zé, à son tour, quand il est venu, il a pris le pouvoir. Il devait tout recommencer. Tout recommencer, mais il n'est pas venu seul. Zé est venu avec ceux qui l'avaient accompagné. Il y avait l'armée rwandaise, il y avait l'armée ougandaise, il y avait l'armée érythréenne. Ils l'ont accompagné pour qu'il puisse accéder au pouvoir. C'est comme ça que souvent j'appelle ça, c'était une mutation politique militaire. Ok. Mutation politique militaire. Alors, est-ce que c'était opportun en cette année-là, 1998, dit-on, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de jour précis pour faire du bien. Est-ce que c'était opportun que l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, est-ce que c'était opportun qu'ils viennent, que cette alliance-là plutôt vienne chasser Mobutu du pouvoir? Regarde, à chaque fois qu'il y a des événements politiques, il faut savoir faire la lecture politique. Ok. Mobutu, qui a géré pendant 33 à 35 ans du pouvoir, était vers sa fin. Et il était complètement malade. Lorsque vous êtes malade, même chez vous à la maison, vous n'arriverez plus à gérer votre propre maison, compte tenu de votre état sanitaire. C'est ce qui était arrivé au maréchal Mobutu. Mais nous, en interne, c'était une erreur. Nous, en interne, il fallait que les acteurs politiques se réunissent et choisissent quelqu'un qui pouvait assumer la transition pour qu'on aille aux élections proprement dites. C'est cette erreur-là qui
nous a coûté. Qui pouvait assumer, M. André Moula? Qui pouvait assumer cela? Mais à cette époque-là, Oui. les anciens bouddhistes étaient là. Il y avait le général Mayele qui était présent. Comme l'armée est toujours apolitique, il y avait des institutions. Il y avait des institutions, si nous suivons Réalisé par Mobutu, il paraît, selon vous qui étiez à... Non, non, à cette époque-là, il y avait l'HRPT. Ok. HRPT, c'était le Parlement. Il devait s'organiser avec le Premier ministre qui le sénateur honoraire Kende Yabendo. Hein, c'est lui qui fut Premier ministre. À cette époque-là, les politiciens devaient se réunir et choisir qui pouvait assumer la transition pour barrer la route aux agresseurs, aux rebelles qui venaient. Qui vous appelait agresseur, M. André? Parce qu'à cette époque-là, quand ils venaient pour prendre le pouvoir, oui. C'était des rebelles. C'était des rebelles. Oui, donc il ne faudrait plus jamais dans notre pays que nous acceptions que les rebelles viennent avec les armes pour accéder au pouvoir. Mais quand vous voyez l'engouement qui avait régné ces jours-là, nous on était encore de petits enfants, mais on a vu l'engouement, on a vu comment le pays était mobilisé, tout le monde était derrière les Kadogo, on chantait pour nous et tout ça. Quand vous voyez tout cet engouement, c'est pas la joie d'une population qui se voyait un peu dans un gouffre, dans un trou et que l'on venait un peu soulagé par quelqu'un qu'on appelait M. Laurent Désiré Kabila. Est-ce que ce gouffre-là est parti? C'est à vous de répondre. Vous savez, quand il est venu, il nous a fait sortir du gouffre. C'est à vous de répondre. Non. C'était un plan des impérialistes. Parce qu'en réalité, nous savez, quand il venait, qui était derrière, qui avait soutenu Nzé? Nzé est venu, accompagné avec le Rwanda, avec l'Ouganda. L'Érythrée qui a accompagné, les a appuyés pour prendre le pouvoir. Les Érythréens étaient rentrés, l'Ouganda et les Rwandais sont restés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leurs parrains, les impérialistes. Les mêmes impérialistes qui continuent avec nous à traquer les Congolais jusqu'à aujourd'hui. Oui. Mais apparemment, c'est une date qui vous fait mal à vous entendre parler. Cette date-là, seulement que Dieu était un nationaliste tout fait. Oui. D'ailleurs, c'est Dieu qui nous a réveillés, en quelque sorte, un petit peu. Mais ça n'a pas traîné. Dieu était un nationaliste. Il avait l'amour de la patrie. Dieu, il conservait les acquis de la patrie. Okay. Mais Dieu était mal entouré, avec des armées étrangères. Ils l'ont accompagné jusqu'ici. C'est comme ça que nous avons perdu Dieu. Alors, le problème là, comment? Le problème était quoi, honorable André Mouloua? Quelqu'un qui était dans le maquis à Eyabora, quelqu'un qui avait l'esprit patriotique, quelqu'un qui ne voulait plus de la dictature, il s'est décidé d'en finir totalement avec la dictature, qui vient pour libérer sa population. Et à vous entendre parler, vous dites qu'il a été mal entouré. Est-ce que c'était une erreur pour lui de s'associer avec toutes ces armées-là dont vous venez de citer, surtout que c'était des armées étrangères? Oui, c'était une grosse erreur. Est-ce qu'on en souffre jusqu'à aujourd'hui? Mais les conséquences, c'est ce qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Regarde maintenant, Nzé est mort. Celui qui est arrivé au pouvoir après Nzé, c'était qui? Si le président honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangi. Le sénateur à vie est venu. Oui. Maintenant, le sénateur à vie, quand il est venu, avant son départ, il a laissé quoi? C'est à vous de répondre aux téléspectateurs, honorable. C'est vous qui allez parler au nom du peuple. C'est vous le représentant de la population.
Et c'est quoi? Depuis de voir tout ce qu'il a laissé aussi. Depuis que nous étions des petits enfants, nous avions étudié, on a grandi, on a commencé à travailler à l'est là-bas, avec le maréchal Mobutu, il y avait toujours du calme. Il n'y avait pas la guerre. N'est-ce pas? Le maréchal Mobutu n'a pas laissé la guerre à l'est. Et l'histoire raconte qu'à cette époque-là, tous les pays limitrophes de la RDC avaient peur du Zaïre de l'époque. Mais à cause de quoi? De notre forte armée. On avait une armée forte. Fortement équipée aussi. Fortement équipée, c'est notre armée qui réglait tous les petits problèmes, des petits conflits au pays limitrophes. On avait une armée bien équipée, une armée bien entraînée, une armée forte. Vous voyez? Maintenant, Mobutu est parti. Il n'a pas fait la remise reprise avec celui qui va le remplacer. Celui qui est venu a dissous toute l'armée. Il est venu avec les armées étrangères. Les armées étrangères se sont infiltrées dans notre armée. Vous voyez? C'est comme ça que je vous dis que Dieu était mal entouré. Alors, vous dites qu'il était mal entouré. Vous avez aussi tantôt dit que c'était l'erreur des politiciens qui étaient ici à l'interne, qui devraient s'organiser pour voir qui pouvait remplacer Mobutu. Alors, honorable, toutes ces erreurs-là ont été consommées, nous vous les concédons. Mais, est-ce que le courage-là de Musée n'est pas louable? C'est-à-dire quelqu'un, un Congolais, qui se décide de venir libérer son peuple. C'est même la constitution actuelle qui dit qu'on ne peut pas laisser le pouvoir entre les mains de ceux qui le prennent par force. Et lui est venu, il a voulu vraiment que les Congolais soient libres. Est-ce que vous ne pensez pas que les Congolais sont libres? La liberté des Congolais aujourd'hui, regarde, l'histoire nous enseigne quelque chose. Oui. C'est comme ça que le président honoraire ne pouvait plus continuer pour avoir épuisé tout son mandat. Il ne pouvait plus continuer. Il a fallu, tel que dit la Constitution, aucun Congolais ne prendra encore le pouvoir par les armes. Par les armes. Oui. Nous sommes allés dans une voie démocratique. Et ils ont fait une passation civilisée du pouvoir. C'est le président Félix qui entre. Le président Félix, quand il est entré au premier quinquennat, il dit plus question qu'il y ait mixage, qu'il y ait brassage dans notre armée. C'est pour essayer de remettre de l'ordre au sein de notre force armée congolaise. C'est comme ça qu'il refuse. Il ne veut plus. Il refuse. Il ne veut plus négocier avec les rebelles. Parce que c'est quoi juste cette histoire de rébellion de l'Est en réalité? Ce ne sont pas les Congolais. Ce sont des forces étrangères qui s'arrangent en cartel pour créer le désordre à l'Est, la panique, la désolation, voire même s'approprier des nos terres et qui se disent qu'ils sont des Congolais, alors il faudrait négocier. Quelle négociation ils vont faire? C'est pour accepter encore le brassage et le mixage. C'est pour accepter encore l'infiltration de tous. Quand quelqu'un, par exemple, ceux qui sont là-bas, il n'a jamais été formé. On lui a appris comment tirer l'arme. On lui octroie les grades de général, de colonel, de capitaine, sans une formation solide. Vous l'injectez dans notre armée. Il vient avec ces grades-là. Non. Ce n'est plus un État. Alors, pour respecter la nation congolaise, le président actuel dit non,
Nous ne voulons plus ces histoires-là de mixage et de brassage. Nous voulons former une armée républicaine. Et voilà, il est en train de le faire. Mais est-ce que l'Occident est pour lui? L'Occident n'est pas d'accord avec lui. Et pourtant, il parle toujours là-bas. Il parle là-bas pour mieux comprendre quelqu'un, il faut l'approcher. C'est ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, il l'a fait, il a compris que non, ces gens, ils ne nous aiment pas, ils ne veulent pas que le Congo puisse décoller. Il faut prendre d'autres dispositions. Il faut prendre d'autres dispositions. Honorable André Ouloa, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la libération dont il était question, cette date-là de 17 mai 1998, n'en était pas une? La libération, c'est ce que nous voulons vivre actuellement. C'est ce que nous voulons vivre actuellement. C'est ce que avec l'actuel régime. C'est ce que nous, avec l'actuel chef de l'État. C'est ce que nous voulons vivre maintenant. C'est une libération économique et sociale. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être contredit? Contredit par qui? Nous le vivons. Il y a plusieurs qui nous suivent quand même à l'opposition. On dirait que ce que vous dites là, c'est faux. Là, est-ce que nous avons une opposition forte? C'est à vous de mesurer l'efficacité de l'opposition, ou bien c'est la population qui voit les actions et du gouvernement et de l'opposition? C'est ce que le président actuel est en train de faire. La guerre qu'il est en train de mener avec les impérialistes. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour l'avantage des peuples congolais. C'est pour que nous sortions de ce blocage des impérialistes qui n'aiment pas que le Congo puisse décoller. Est-ce que vous comprenez réellement la souffrance de cette population congolaise? Je sais. Les Congolais à la cité, on vit avec la population. Moi aussi, je suis à la cité comme vous. On vit avec la population. Moi aussi, je vis avec la population. Vous savez ce que nous souffrons aujourd'hui. Monsieur le journaliste, vous savez que durant la campagne, j'étais partout, jusqu'au fin fond. J'étais partout. J'ai connu la société. Vous étiez au district de Tchang, ici à Kinshasa. À Tchang, partout, j'ai sillonné partout, jusque vers papa disant la paix à son âme. De cette contrée-là, là-bas, Ansele, Amaloukou, j'étais là. Je sais que la population congolaise est en train de souffrir. Tu sais, nous souffrons beaucoup. Pourquoi? C'est parce que on nous a imposé une guerre, et cette guerre-là n'a pas de raison d'être. Mais on nous l'a imposé pour que les Congos ne puissent pas émerger, les Congos ne puissent pas se décoller. Vous voyez, avec les efforts que le gouvernement actuel est en train de fournir, je suis certain que vous avez suivi comme moi. Nous passons à la sixième trimestre avec les institutions de Bretton Woods. Ça n'a jamais existé depuis que le Congo est Congo. Ça n'a jamais existé. Vous voyez pourquoi? C'est à cause de cette bonne gestion. Sur le plan social, nous ne les sentons pas. Mais sur le plan chiffré, il y a des avancées significatives. Merci. Honorable, vous parlez du plan, vous dites que sur le plan chiffré, oui, c'est bien bon, mais la population n'attend pas des chiffres, honorable. Vous êtes économiste, vous le savez bien. La population, vous n'allez pas dire à la maison, non, c'est le plan chiffré, les Congo a tel chiffre. Les enfants qui sont restés à la maison, les femmes qui sont restées à la maison, n'attendent que des choses concrètes et réelles. Et vous, vous êtes toujours sur le plan chiffré. Le pays
commence par la création de la richesse. La création de la richesse. Création de la richesse. Attention, vous risquez d'être dans les cours de l'économie, tout ça. Je vous explique. Oui. Vous savez, pour créer les richesses, il faut un programme. Un programme assidu que vous devez respecter. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Quel gouvernement vous parlez? Le gouvernement sortant. Le gouvernement sortant. Ce qu'on appelle le gouvernement. Le gouvernement. Nous avons un gouvernement. C'est vous la majorité. C'est vous qui êtes à la commande de ça. Je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que nous n'avons pas un gouvernement. Non. Il y a un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Ce gouvernement-là est en train de travailler pour la nation. Bien qu'elle est sortante, le gouvernement est sortant. Les affaires courantes. Mais pas de grandes décisions. Non. Il y a un travail en amont qui a été fait. Ok. Maintenant, il faudrait continuer. Ceux qui viendront, ils ne viendront pas commencer à zéro. Ils trouveront déjà des traces qu'on avait déjà travaillé dans ceux qui étaient au poste. Ils avaient déjà laissé certains dossiers sensibles et les autres, la continuité de l'affaire de l'État. Et les autres vont continuer. Voyez. Alors, il n'est pas bon de dire qu'ils assument les affaires courantes. Non, ils travaillent pour l'intérêt de la nation. Mais en attendant, il y a des scandales. Regarde, nous ne pouvons pas continuer à juger le gouvernement par des rumeurs. Quand on vous dit, oh, il y a tel détournement, tel endroit, comme vous n'avez pas de preuves, et vous commencez déjà à propager nous. Alors, retenons un peu dans notre thématique de tout à l'heure. Alors, y a-t-il des acquis? Y a-t-il de l'héritage en parlant de l'AFDEL et de sa prise de pouvoir? Il n'y a aucun héritage. Comment ça? Il n'y a aucun héritage. Les jeunes gens qui ont monté leur bravoure, quel bravoure? Libérés. Nous n'avons pas eu. Je vous ai dit tout à l'heure, la libération que nous attendons, c'est une libération économique. Parce que les Congolais doivent sortir de ces gouffres des impérialistes qui nous ont imposés durant les années. Nous sommes assis, tels que nous sommes là. Nous sommes assis sur la richesse. Ok. Mais nous ne le vivons pas. Ok. Pourquoi? Parce que, je vous donne l'exemple. À Mwanda, nous avons les pétroles de Mwanda dans le Congo central. Nous avons le même bassin avec l'Angola, y compris le Congo-Brazzaville. Nous exploitons ensemble. Mais l'Angola utilise son pétrole. Mais nous, au Congo, nous n'utilisons pas notre pétrole. C'est depuis des décennies que les bassins de monde existent. Pourquoi? C'est parce que tout est parti à l'extérieur. C'est les impérialistes qui en bénéficient. Mais quand est-ce que nous allons jouir de notre richesse? Le même gouvernement a fait sortir 34 blocs pétroliers que nous pouvons exploiter. Les impérialistes ne veulent pas que nous puissions exploiter nos propres blocs pétroliers que Dieu nous a donnés gratuitement. Voyez, les autres quittent l'Amérique jusqu'ici pour venir nous dire que non, tel bloc pétrolier, vous ne pouvez pas l'exploiter parce que sinon les Congolais vont mourir, c'est dans des endroits dangereux. Si les Congolais vont mourir, mais quel est le problème? Donc nous voulons que nous puissions goûter quand même nos richesses que Dieu nous a données. Pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils ne veulent pas? Il y a certains pays africains, je vous informe, qui exploitent leurs blocs pétroliers avec la nouvelle technologie qui ne pollue pas l'environnement. Vous voyez?
nous aussi, nos blocs pétroliers ont été certifiés avec des maisons, deux grandes maisons sérieuses qui ont certifié, ils pouvaient exploiter ça pour l'intérêt de la nation. Ils ne veulent pas. Toujours ceux qui ont imposé la guerre, ce sont eux qui ne veulent pas que le Congo exploite ses propres richesses. Ils ne veulent pas. Et dans ce cas, est-ce que l'on doit continuer avec eux comme ça? Ou nous devons chercher d'autres voies pour rester libres? Pour rester libre. Pour rester libre. Donc jusque-là, on n'est pas libre. Je vous ai dit que nous sommes en train d'attendre cette liberté-là. C'est pour cette raison que depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, cette date-là du 17 mai a été léguée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Exactement. Parce que nous n'avons pas senti la liberté. Nous voulons nous attendre qu'il faut réformer l'armée. L'armée est dans une mutation. On est en train de métamorphoser l'armée. Ok. Vous voyez? Ok. Maintenant, nous sommes dans la douleur d'enfantement. Ok. D'ici là, lorsque le Congo va enfanter, et nous allons entrer dans la joie. D'ici là. Attention, ne parlez pas comme un homme d'église, bien que vous l'êtes aussi, vous êtes un homme d'église. Vous risquerez de me dire, Jésus vient bientôt, pendant que la population a besoin de vivre les taux d'échange, par exemple, au rabais. La population a besoin, par exemple, de voir le panneau de la ménagère retrouver sa santé dans le temps. Le Congolais a besoin de voir les enfants aller étudier aisément à l'école, bien qu'il a gratuit ça là, mais qu'il faut que des conditions soient encore mises à l'endroit de ces enfants-là. Il y a des notions primaires, des fois que nous ignorons. Il faudrait commencer par nous poser des questions. Pourquoi on nous a imposé la guerre? Pourquoi cette guerre? C'est là que vous devez finir, je pense. Pourquoi cette guerre-là? Et puis vous prenez directement de l'entrée de la FDL jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que nous, Congolais, devions faire concrètement? Cette guerre-là qu'on nous a imposée, parce qu'on a vu la lyre, les progrès que le Congo est en train de réaliser. Ils ont dit non, si nous leur laissons comme ça sans guerre, ils vont réussir. Ils sortiront du gouffre. Alors, il faut qu'on leur impose la guerre. Parce que si on vous impose la guerre, ça veut dire quoi? Nous ne voulons pas, vous, messieurs les journalistes, que vous puissiez réussir dans tous vos projets. Alors, pour ne pas réussir, nous vous imposons la guerre. Vous serez obligés à s'occuper uniquement de la guerre. Si vous avez un peu d'argent, vous serez obligé d'acheter les armes, les munitions, la ration pour les militaires. Vous n'allez plus penser à autre chose. Oui. Mais ce qu'eux ne comprennent pas, au lieu que nous puissions nous focaliser uniquement de la guerre, mais ils voient, nous fournissons des efforts pour maintenir les systèmes macroéconomiques, pour qu'il y ait croissance de notre système macroéconomique. Ça leur dépasse. Et ça nous permet à réaliser d'autres projets de développement au niveau national sans qu'il y ait un financement extérieur. Ça leur dépasse. Nous finissons déjà cette émission morale. Je crois que vous avez un mot à dire quand même à l'endroit de cet héros national qui a donné de sa vie pour cette nation qu'on appelle Laurent Désiré Kabila. Vous ne pouvez pas finir cette émission comme ça sans que vous ayez adressé un mot à la population congolaise. Prise de conscience exige. Qu'est-ce que la population congolaise peut retenir de tout ce que nous venons de dire au cours de cette émission? Et doivent savoir, la population congolaise doit savoir que Nzé fut un véritable nationaliste. Nzé, c'est quelqu'un qui a aimé ce pays. Il a lutté pour que nous puissions obtenir certaines choses. Par exemple, vous voyez, à l'entrée de Nzé, il a simplifié la communication.
Maintenant, la communication est partout. C'est grâce à son entrée. Ok. Vous voyez? Et puis, notre nation, ce qui nous manque, c'est seulement le décollement. Nous devons travailler durement pour que le Congo puisse décoller. La guerre qu'on nous a imposée, c'est une guerre injuste. Je ne pense pas que ceux qui nous ont fait la guerre réussiront, ne réussiront pas. Merci beaucoup. Ceux qui nous font la guerre ne réussiront pas. C'est par ces mots que nous finissons cette émission Mon idée qui avait reçu pour vous Monsieur Honorable André Moulouan Kalala, qui est candidat malheureux aux élections législatives nationales 2023 dans l'université de Tchamo. Peuple congolais, ne perdez jamais espoir. Ce pays est nôtre. Les ancêtres nous l'ont légué. Nous aussi, nous devons léguer un pays complet, entier, à nos enfants et à nos petits-enfants. Battons-nous pour la croissance économique. Battons-nous pour le bien-être de nous tous, car c'est là l'idéal que nous tous voulons atteindre. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous étiez vraiment nombreux qui allaient nous suivre sur nos différentes chaînes YouTube, sur Internet. En tout cas, n'hésitez pas plutôt de vous abonner, n'hésitez pas de liker vos vidéos, n'hésitez pas aussi de les partager. Merci à mon réalisateur Lucien Moussoumage qui était derrière les caméras pour nous réaliser cette grande émission. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons nous retrouver très prochainement. Merci.